Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreuses et nombreux à cet atelier. Donc nous allons vous parler de BIM et numérique au service d'une architecture et d'un environnement durable. Nous avons le plaisir d'accueillir sur scène trois grands acteurs du domaine. Donc, Laurence Bonnevie va commencer par une présentation autour de l'architecture passive. Donc, Laurence est présidente de l'association La Maison Passive. Vianney Foulart et Franck Quéret vous parleront. Donc, ils sont respectivement directeurs de la transition énergétique et du bas carbone chez FH Construction et directeur du BIM pour Franck, qui se trouve à gauche ici. Ils vous parleront d'un très beau projet, le projet Hyperion. Et Marc Esposito, qui est directeur innovation chez GSE, qui est le plus gros contractant général en France, qui vont vous parler justement de l'excellence pour chacune et chacun des bâtiments qu'ils conçoivent et qu'ils construisent. Donc je vais tout de suite laisser la main à Laurence Bonnevie, qui va vous parler de réhabilitation d'un bâtiment de logement collectif. Merci. Je n'ai pas beaucoup de possibilités de voir si vous m'entendez, donc vous m'entendez? Très bien. Donc bonjour à tous. Oui, non, si je jette tout avec, ça ne va pas le faire. Donc voilà, je viens surtout ici en qualité d'architecte, puisqu'en fait je vais vous montrer une façon de travailler, enfin en tout cas c'est la nôtre, qui est un petit peu particulière, puisqu'on est architecte et on travaille essentiellement sur le passif et les bâtiments très très performants et sur tout ce qui est environnemental, donc avec des matériaux qui de temps en temps sont un petit peu inhabituels comme la paille ou des choses comme ça. Donc on est en BIM total dans l'agence, on utilise Revit comme logiciel de modélisation et sur la base de Revit on ajoute d'autres logiciels qui permettent d'avoir accès à la maquette, comme un logiciel de description qui est ATIC+, un logiciel, des logiciels dont je vais parler tout à l'heure justement de modélisation thermique. Et ce qui est spécifique chez nous, c'est qu'on a cette formation thermique, donc du coup on tient absolument à gérer entièrement l'enveloppe chez nous, de façon à ce que le thermicien s'occupe essentiellement des systèmes. Et il se trouve qu'en passif, on a très peu de systèmes. Donc finalement, les thermiciens sont là surtout sur les gros projets. Et les petits projets, on arrive parfois à se débrouiller tout seul. Voilà. Donc on intervient aussi sur la partie ventilation, puisqu'en fait on fait de la double flux en passif. Donc cette double flux comporte beaucoup plus de tuyaux que d'habitude. Si on n'en tient pas compte dans la maquette et dans le projet architectural, en fait on est vite handicapé, on se retrouve vite avec des choses qu'on ne voudrait pas, qu'on ne souhaiterait pas. Donc en fait on modélise nous-mêmes la partie gain. Et on s'occupe de cette partie-là, même si on ne va pas gérer la partie de tout ce qui est perte de charge. Pour l'instant, on ne s'en occupe pas. On la laisse après à la entrée dans les logiciels au moment des systèmes. On fait le management BIM en interne et on travaille essentiellement aussi maintenant en base avec des nuages de points, puisqu'on fait beaucoup de réhabilitation. Et pour cette réhabilitation, on a besoin d'exactitude. On fait aussi de la préfabrication avec justement des modules de paille qui sont préfabriqués avec un certain nombre de choses. Et donc on a besoin de cette démarche justement de quelque chose de très très précis sur lequel on ne revient pas. Comme on fait beaucoup plus de choses que les autres architectes, en fait on a besoin de beaucoup gagner du temps, parce qu'en fait c'est le nerf de la guerre pour nous. On a décidé de travailler dans la performance, on est souvent à perte en travaillant comme ça. Donc pour rattraper en fait ce double travail, on essaye de trouver toutes les solutions qui nous permettent de gagner du temps. Voilà. Donc dans le cadre de ce projet-là, par exemple, le fait de faire un nuage de points nous permet d'amener des balcons préfabriqués sur des façades de ce type-là, sur lesquels aussi on peut arriver en panneaux préfabriqués, venir gruter des éléments. Je vous parlais tout à l'heure, là c'est une petite maison individuelle, là j'ai isolé juste les tuyaux de chauffage, on voit qu'il y a une gaine, dans cette gaine, bon forcément pour qu'on y voit quelque chose, je n'ai pas mis les autres fluides, on avait une gaine qui est extrêmement petite, si on laissait en fait la gaine avec tout ce qui est isolation acoustique qui prenne beaucoup de place, si on laissait ça arriver en phase pro ou DCE en fait, ou voire en exé, on n'arriverait pas à tout faire tenir
tenir dans la gaine. Donc en fait, on dessine tout en phase APS et on arrive à travailler comme ça, à présenter des projets qui sont viables et qui prennent pas trop de place au niveau des fluides. Le principe de notre travail, c'est quasiment systématiquement proposer une alternative passive aux projets qu'on nous demande de faire en plan climat ou en RT, enfin en BBC Réno. Donc cette variante passive, en fait, je décris rapidement ce que c'est que le passif, puisque je ne sais pas si vous connaissez du tout. Donc le point très important à retenir, en tout cas, c'est ces quelques points qui sont vraiment capitaux. C'est le besoin de chaleur uniquement, et là c'est vraiment une isolation du besoin de chaleur qui est à 15 kWh. On a une grande exigence sur l'étanchéité à l'air par contre du bâtiment, et on a une énergie primaire qui doit être inférieure à 120 kWh en intégrant toute énergie du bâtiment, y compris l'électroménager. Ce qui en tertiaire est beaucoup, qui est très difficile à atteindre, et en logement un peu plus facile si on n'est pas en tout électrique. On a également une fréquence de surchauffe qui est nécessaire on doit respecter le 25 degrés, enfin on ne doit pas dépasser 25 degrés plus de 10% du temps sur l'année. Donc quand on arrive dans des bâtiments de réhabilitation, le 15 kWh de besoin de chauffage devient 25 kWh parce qu'on sait très bien quand on est sur des réhabilitations, on a des difficultés à isoler un certain nombre de choses, notamment le sol qui est parfois difficile à isoler parce qu'on a des problèmes, on ne peut pas forcément rehausser le sol, on ne peut pas toujours accéder par en dessous, enfin voilà, on a des problèmes de ce type-là. On a également une limite d'infiltrométrie qui est un petit peu supérieure puisque on sait qu'en bâtiment rénové, on a toujours des zones sur lesquelles on n'a pas accès. Donc on arrive, est quand même très difficile pour en faire quand même beaucoup. Je m'aperçois que pour certains matériaux, c'est difficile. Quand on est en tout béton, on n'a aucun problème. Quand on est sur des bâtiments très anciens du 19e siècle, là, on a des planchers bois, on a ces choses-là. Et là, ça devient très compliqué d'arriver à atteindre en fait, les zones interstitielles comme justement les intérieurs de plancher, les choses comme ça sur les murs. Voilà, la fréquence de surchauffe ne change pas. On a plusieurs façons d'arriver en rénovation passive. On a le label Enerfit qui donc se fait en entier par calcul sur un logiciel qui s'appelle le PHPP. Et on a la possibilité de travailler sur éléments. Donc là, vous avez la liste des éléments par élément. Et ça, c'est une façon d'obtenir le label. Et vous avez une autre façon, c'est aussi par étapes. C'est-à-dire que quand on ne peut pas faire tous les travaux d'un seul coup, on peut aussi phaser en fait, ces travaux sur plusieurs années et présenter une première année qui est étudiée. Et donc avoir avec un système de petits tableaux comme ça, donc on a tout un tas d'outils qui permettent de le faire et qui permettent de présenter une première étape de projet en travaux qui va permettre d'avoir une pré-certification et on obtiendra le label définitif à la fin de toutes les tranches de travaux. Donc ça c'est une façon aussi de pouvoir permettre aux bâtiments rénovés d'accéder à des labels très performants puisque c'est très difficile de faire la totalité, on sait bien que c'est très coûteux de faire l'ensemble. Alors, quelle est la difficulté pour nous par rapport à ça? C'est que d'abord, on n'a pas les mêmes logiciels thermiques que la réglementation. Donc, on utilise de toute façon, pour valider la labellisation, on utilise un logiciel qui s'appelle le PHPP, qui est une grosse feuille Excel. Et puis, on peut éventuellement faire une approche, mais on aura toujours besoin du PHPP in fine. On peut faire une approche avec la STD, parce qu'on est assez fiable sur la STD. Donc, comment faire pour basculer d'une maquette à ces logiciels, puisqu'on sait bien que s'il y a un truc qui pêche actuellement dans le BIM, c'est l'interopérabilité entre les maquettes et le thermique. Donc nous, on a trouvé plusieurs façons de le faire. Donc on avait la façon par IFSC de transférer les maquettes vers les logiciels thermiques. C'est parfois un peu compliqué. Il faut bien savoir le faire. Il faut vraiment bien connaître le logiciel d'arrivée et le logiciel de sortie. L'autre façon de faire, c'est de prendre des logiciels qui sont intégrés directement dans la maquette. Donc, comme en l'occurrence ArchiWizard le fait. L'avantage d'ArchiWizard, c'est à ma connaissance le seul logiciel de STD qui s'intègre dans Revit. Il y en a peut-être d'autres. En tout cas, nous, on travaille avec celui-là. Il y a d'autres logiciels qui existent aussi avec Revit, mais qui sont uniquement réglementaires. Et là, nous, on a trop de différences de calcul. On n'obtient pas du tout les mêmes résultats. Donc, on ne s'intéresse pas aux logiciels réglementaires. Et on a un autre petit outil qui vient de sortir, qui vient du Passive House, qui s'appelle BIM2PH et qui est un petit système d'export qui permet de transférer en fait les données de la maquette vers le PHPP avec plusieurs étapes. C'est comme en fait il manque des données dans Revit puisque le logiciel PHPP est très précis sur les données qu'on doit rentrer.
On intègre en fait un gabarit qui est propre à BIM2PH, qui permet de modéliser des murs spécifiques et des fenêtres spécifiques. Avec ces éléments-là, on arrive à exporter vers BIM2PH, puis vers le PHPP. Donc ça fonctionne assez bien. Il faut juste être vraiment très vigilant sur les données justement qui n'existent pas dans Revit normalement et dans aucun logiciel, dans aucune maquette en fait. Donc voilà, donc on intègre ces données-là et il y a 4 logiciels qui actuellement se permettent de faire ces exports avec Revit, Vectorworks, Rhino et Archicad. Et donc vous voyez qu'on a tout ce qui est en rouge sont des données en fait qui sont des données nouvelles qui vont pouvoir quand même aller chercher des valeurs dans la base de données de Revit. Donc voilà la logique que je vous ai décrite tout à l'heure, hein, un gabarit qu'on insère dans Revit, on travaille avec Revit, on importe en un IFC. Dans BIM2PH converti vers le PHPP. Et là, du coup, on a une enveloppe qui est complètement caractérisée dans le PHPP. Donc, il y a un gain de temps. L'un des inconvénients qu'on a aussi avec ces logiciels, la plupart du temps, c'est qu'en fait, nos données à nous, elles sont sur l'enveloppe extérieure, alors qu'en logiciel réglementaire, on est à l'intérieur. Du coup, c'est aussi pour ça qu'on ne peut absolument pas utiliser un logiciel classique. C'est qu'on n'obtient pas les mêmes résultats, on ne parle pas de la même chose. Voilà. Donc voilà un exemple, par exemple, d'un bâtiment qu'on est en train de traiter comme ça. Donc c'est un APS, bâtiment à isoler avec un certain nombre de ponts thermiques. Alors je pense pas qu'il y ait, donc, mais on voit il y a des petits balcons, des petits retraits. Donc ce bâtiment-là, il était demandé en BBC Reno. On a proposé un programme BBC Reno un peu ambitieux parce qu'on supprimait déjà beaucoup de ponts thermiques. Une fois qu'on a proposé ça, donc on explique pourquoi, en fait, quel est le problème, donc que les petits balconnets vont créer des ponts thermiques, qu'on peut les réduire, mais qu'en fait la bonne solution commence à partir de celle-là, enfin la très bonne en tout cas, c'est de par exemple supprimer ce petit balconnet qui va créer sinon une enveloppe déperditive de taille supplémentaire qui est, on voit bien que sur le côté droit, il y a tout un côté de mur qui ne sert à rien dans l'enveloppe. Donc du coup, et par contre, ça fait un effet d'ailettes de radiateur. D'accord, des LED de radiateur. Donc ça, c'est très très mauvais pour la performance. Donc voilà à quoi on aboutit sur le côté gauche. On a déplacé la fenêtre, on ferme le bâtiment. Et pour compenser, on peut proposer la création d'un balcon, un vrai balcon ou une vraie terrasse par l'extérieur. Donc quand on rénove, là c'est la partie justement où on a déplacé les fenêtres. Le bâtiment a ses fenêtres complètement déplacées sur l'extérieur et donc on a supprimé les gros problèmes thermiques. On a un bâtiment très compact. Alors vous allez me dire oui, il n'est pas très drôle parce que justement il n'est pas très animé. Donc oui, mais on va faire des choses. Donc voilà ce qu'on propose par exemple en Enerfit pour obtenir 17 kWh. Je vous rappelle qu'il fallait atteindre de 25. Donc 17, en fait, on modifie un certain nombre de choses. On remplace les garde-corps qui vont créer beaucoup de ponts thermiques et qui ne vont plus fonctionner avec l'isolant qu'on va placer. On est ici sur une isolation paille, donc 37 cm d'épaisseur, ce qui n'est pas négligeable. Et on a la création de balcons et on intègre, alors il y a des coûts sur coûts, c'est-à-dire que de temps en temps, par exemple, les coffres de volets roulants vont être plus chers en BBC parce que ça va être très techno. Et puis en paille, on a plus d'épaisseur, donc on arrive à travailler avec des matériaux moins chers. Donc c'est des balances en fait. Et donc on arrive sur un bâtiment qui est Enerfit. Ici, on s'est amusé, on a fait un des premiers bâtiments qu'on fait comme ça et il y en a beaucoup qu'on fait comme ça maintenant. On a en base sur ces bâtiments des années 60-70 une extraction d'air, enfin en tout cas on a une gaine d'air dans les pièces humides. On s'en sert pour faire l'extraction. On a besoin de soufflage pour créer de la double flux. On la crée par l'extérieur, isolée dans la paille. Donc là, on a de la place, on sait retravailler les ponts thermiques qu'on va créer et on arrive à dissimuler ces tuyaux qui finalement sont en façade. Et in fine, ça donne un bâtiment qui donc aura des balcons avec des vrais espaces. Donc après, taille à définir avec la possibilité du maître d'ouvrage. Donc on peut créer des balcons, un balcon par pièce, par appartement. Donc c'est ce qu'on a fait là, c'est ce qu'on a voulu faire en tout cas. Et donc au niveau des performances, donc voilà un petit tableau récapitulatif que vous aurez après si vous voulez. Je ne vais pas le détailler parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais en gros, si vous voulez, ce qui est important de voir, c'est que on parle en besoin de chaleur là, et uniquement en besoin de chaleur. On n'est pas sur des kilowattheures tout confondu. Nos besoins de chaleur en BBC Reno étaient à 38. On passe à 17 sur le programme Enerfit qu'on propose in fine. Donc si on veut justement le récapitulatif de ces besoins de chauffage initiaux, donc 150 kWh sur le bâtiment qui existait, 38 avec le BBC et 17 avec Enerfit. Voilà. Je peux prendre des questions sinon. Alors on va peut-être faire les questions voilà. après. J'étais tellement vite. Ouais.
On prendra les questions à la fin de la présentation si vous êtes d'accord. Merci Laurence. Donc je vais prendre le clicker. Je pense que maintenant ça va être au tour d'Eiffage. Donc Vienne et Franck qui vont vous présenter le projet de la Tour Hyperion, qui d'ailleurs a été l'année dernière récompensé par un BIM d'or de l'année pour toutes ses qualités. C'est à vous. Bonjour à tous. Donc on va pas se représenter parce qu'on s'est déjà présenté. On a un petit peu de temps, enfin on n'a pas beaucoup de temps pour vous présenter ce qu'on a à vous dire. Ce matin, ce qu'on voudrait aborder avec vous, c'est un projet qui a été développé par le cabinet Viguier sous maîtrise d'ouvrage d'Eiffage Immobilier dans le cadre de l'aménagement Bordeaux-Atlantique. Ce projet, c'est le projet Hyperion. Alors pourquoi est-ce qu'on voudrait aborder ce projet avec vous ce matin? C'est parce que pour nous, le projet Hyperion, c'est vraiment l'expression de notre démarche environnementale et notamment notre démarche qui est liée aux émissions carbone. Et puis si on est là aujourd'hui avec également avec Autodesk, c'est que sur ce projet-là, on a voulu faire en sorte que le BIM puisse être un moyen aussi pour nous de veiller ou de maîtriser en tout cas les émissions liées au carbone dans le cadre de la construction. Mais avant de parler de ce point spécifique précisément, et pour qu'on se replace aussi dans un contexte général, global à la fois du projet et de notre vision carbone, je vais laisser la parole à Vianney qui va nous présenter justement notre vision carbone. Donc là, je vous présente la stratégie du groupe qui s'appuie sur 3 axes de développement forts. Le premier axe, c'est un axe d'innovation, tant en termes d'innovation interne qu'en open innovation, en collaboration avec des partenaires externes qui peuvent être des startups aussi bien que des ETI ou des PME. Le deuxième axe, c'est la transition écologique avec 2 axes forts, le bas carbone et la biodiversité. Et le dernier axe, c'est la transition digitale pour développer une nouvelle offre commerciale et pour développer des process métiers. Vous voyez donc que le BIM et le bas carbone font partie des 2 axes de développement stratégique du groupe. Et à travers un projet comme Hyperion, ça nous permet de voir comment on peut concilier ces 2 axes pour avancer ensemble parce que nous voulons être en avance sur ce point-là par rapport au marché. Nous avons aussi adopté une stratégie carbone pionnière à 360 degrés où nous nous occupons de notre empreinte interne en étant exemplaires sur nos propres émissions. Donc fin juin 2019, il y a une nouvelle stratégie carbone qui a été publiée par le PDG du groupe, Benoît de Ruffray, qui indique que l'on va adopter des objectifs ambitieux de réduction de notre empreinte carbone interne et qu'on va développer des offres bas carbone pour être un acteur de l'économie bas carbone. Donc nous voulons aider nos propres clients à réduire leur empreinte carbone. Voilà, et donc Hyperion, c'est... Pardon, c'était très agréable. Hyperion, c'était exactement dans le contexte de conception-réalisation sur l'axe de la construction qu'on a voulu le développer. Hyperion, c'est un ensemble immobilier qui prend vie aujourd'hui, là, en ce moment même, dans la zone de rénovation urbaine qui a été voulue par l'EPA Euratlantique et qui a désigné donc un groupement qui est Eiffage Immobilier, 3F, Clercienne, le cabinet Viguier, pour réaliser cet ensemble immobilier qui sera le point culminant de la ville de Bordeaux à proximité de la gare Saint-Jean, parce que c'est une tour en bois qui fera 57 mètres. C'est pour ça aujourd'hui aussi qu'elle est baptisée Hyperion pour la tour en bois et sous le nom du plus haut arbre. Du plus haut arbre. On va y arriver. Donc Hyperion, c'est un ensemble immobilier, 16 000 m² de plancher, 3 bâtiments, un bâtiment de bureau, 178 logements répartis en 2 bâtiments, dont le bâtiment sur lequel nous on s'est intéressé et sur lequel on a mis en place toute cette démarche-là, c'est la tour en elle-même qui fait 98 logements. Alors, Hyperion, c'est une démarche environnementale globale, comme on peut la mener sur beaucoup de nos projets, sur lesquels on essaye d'allier à la fois la performance énergétique, les performances d'enveloppe, les îlots de végétalisation pour participer à la rétention et à l'équilibre thermique de l'îlot.
Mais Hyperion, aujourd'hui, c'est avant tout l'expression de notre démarche, c'est la volonté aussi d'une nouvelle génération de bâtiments à basse empreinte carbone, puisque Hyperion, ça a été un projet pilote, notamment du label BBCA qui a été lancé en 2016. L'objectif sur Hyperion, c'est d'économiser près de 15 000 tonnes de dioxyde de carbone par logement. Donc, Alors, 15 tonnes. 15 tonnes, pardon. 15 tonnes. Seulement alors pour ce faire, il n'est pas suffisant de se dire ok, on se fixe un objectif carbone. On est intimement lié à la technique et aux méthodologies de construction. Et Hyperion, c'est aussi pour nous un moyen de développer aussi de plus en plus tout ce qui est filière sèche et éléments préfabriqués. Et donc tout ceci va de pair. Et c'est ce qui contribue également au contexte global du projet qui est lié au BIM, on le verra tout à l'heure. Hyperion aujourd'hui c'est une tour en bois. Alors c'est pas que en bois, on a effectivement un noyau en béton qui est la colonne vertébrale du projet, mais c'est des façades, c'est des mobs qui sont en bois. Ce sont des ossatures poteaux-poudre en bois et métal. Ce sont des planchers qui sont en CLT et des cloisons également en CLT. Je vous laisse apprécier un petit peu la vidéo. Au global, sur un niveau, on a 18 poteaux métalliques, on a 18 poutres bois, on a 4 poutres métalliques, on a 33 panneaux CLT, on a 18 panneaux en façade mob et on a des balcons qui ont des dimensions diverses et variées et qui ont des positions alternées. Le tout, on a 1500 pièces préfabriquées à assembler sur le chantier. Pour nous, c'est un défi parce que 1500 pièces préfabriquées, il faut les livrer, il faut les stocker, il faut les assembler. On est sur un site urbain. À ça, on y associe donc l'enjeu carbone. Ces 1500 pièces, ce sont des matériaux qu'on n'a pas l'habitude de manipuler. On y trouve notamment du bois qui a ses propres contraintes de stockage, qui a ses propres contraintes également de mise en œuvre avec des tolérances qui sont bien inférieures à celles dont on a l'habitude, nous, de mettre en place quand on coule du béton. Donc on a des vrais enjeux ici qui sont à la fois techniques, qui sont à la fois organisationnels et des enjeux également environnementaux. Et c'est là où on va pouvoir parler BIM. Moi, quand je me suis retrouvé face à ce projet-là, je me suis demandé pourquoi est-ce qu'on fait du BIM. J'ai pas l'habitude de faire du BIM sur un projet pour faire du BIM ou pour faire une maquette numérique. J'ai l'habitude de faire du BIM pour répondre à des usages précis qui sont eux-mêmes guidés par des objectifs venant des enjeux ou des contraintes d'un projet. Sur Hyperion, le BIM, il était évident qu'il devait nous permettre, en tout cas la façon dont on allait le développer, qu'il fallait que le BIM nous permette de gérer à la fois l'approvisionnement, la logistique, l'avancement de la pose des éléments préfabriqués. Il était évident que le BIM devait nous permettre de suivre et de maîtriser nos émissions carbone pour la partie construction, et aussi également évident que le BIM devait nous permettre de vérifier la qualité de pose de tous les éléments préfabriqués, puisque la tolérance zéro ne nous permettait pas d'avoir des erreurs de pose ou des décalages de pose d'un niveau pour se retrouver avec des décalages décuplés au niveau 18. Donc on arrive sur le BIM et le carbone. Je ne sais pas si en termes de temps on est bon. Alors l'objectif qu'on s'est fixé vis-à-vis du carbone et du BIM, c'est de se dire il faut qu'on maîtrise de toute façon nos émissions carbone sur ce projet-là. L'objectif étant un niveau EDC2. Il faut qu'on arrive aussi à maîtriser les choix qu'on fait en exécution sur le volet carbone. Pour ce faire, on s'est dit il va falloir qu'on fasse des calculs itératifs, il va falloir qu'on se refasse à chaque fois des métrés, mais c'est hors de question. Il faut qu'on se fasse des calculs itératifs simplifiés pour savoir exactement où on en est. Et en fait, le tout pour nous permettre d'arbitrer et nous permettre de prendre les bonnes décisions en fonction de notre cible à atteindre. Donc en fait, la vision, c'était quoi? C'était de créer une sorte de passerelle entre les maquettes numériques qui étaient développées sur le projet et un logiciel de calcul ACV. Pour atteindre effectivement, la cible était de 700 kg équivalent CO2. C'est ça, pour être en dessous, bien en dessous du niveau C2 du label E+C-. Alors, une fois qu'on s'est dit ça, c'est bien beau, on se dit on va se faire une passerelle, ça va nous permettre de faire les calculs très simplement et de se donner des moyens d'arbitrage. On s'est quand même posé des questions. Les questions à se poser, c'est quelles sont les informations qui sont nécessaires d'avoir dans une maquette numérique pour calculer derrière une émission carbone, sachant que
l'objet, c'est pas d'aller imposer 40 000 informations à des partenaires, bureaux d'études, pour aller chambouler leurs habitudes. Donc on s'est donné, nous, vraiment le strict nécessaire pour savoir quelles étaient les informations en jeu. Une fois qu'on parle d'information, on s'est dit qu'on allait également parler de quantité. Quand on parle d'émissions carbone, c'est relatif également aux quantités qui sont mises en œuvre. Donc on va parler aussi de règles de modélisation. Quelles sont les règles de modélisation à avoir pour que les quantités exprimées soient les quantités qui aient un sens fonctionnel vis-à-vis des émissions carbone. Ces quantités, on a énormément d'unités qui sont associées à ces quantités, donc il fallait se poser aussi la question vis-à-vis du calcul ACV, quelles sont les unités fonctionnelles qui sont associées à ces quantités. Donc en fait tout le travail était de se dire quelles sont les informations que je vais mettre en jeu pour quel type de quantité, et ces quantités-là, comment je les exprime en unités fonctionnelles carbone. Ensuite, une fois qu'on avait ça, il a fallu qu'on structure également l'ensemble de ces informations pour l'envoyer vers un logiciel de calcul ACV qui soit capable, lui, de lire l'ensemble de ces informations et nous sortir rapidement un calcul d'émissions carbone. Ces paramètres, on en a sélectionné 3. C'est quoi? C'est forcément la fiche FDES. On s'est dit que sur certaines réglementations environnementales, on se doit de fournir un certain nombre de fiches FDES. Puisqu'on les fournit, on va s'en servir. Ces fiches FDES, c'est un des paramètres, c'est une information qui va nous permettre d'aller associer la passerelle de la maquette numérique vers le logiciel. On s'est dit également qu'il fallait structurer un peu nos ouvrages, donc avec des lots ACV et des sous-lots ACV, qui allaient nous permettre d'organiser les différentes extractions de quantités qu'on allait pouvoir faire. Une fois qu'on avait ces quantités-là, on les a associées à leurs unités fonctionnelles. Et c'est ces unités fonctionnelles qui créent la base de données environnementale du projet issu de la maquette numérique. Une fois qu'on a cette base de données-là, on la transforme sous un format qui est admissible pour le logiciel de calcul ACV. Et le logiciel de calcul ACV va chercher le numéro de la fiche FDES et c'est lui qui fait la transmission entre le numéro de la fiche FDES et l'émission carbone qui est indiquée dans cette fiche FDES pour derrière nous sortir un résultat organisé par lot, sous-lot ou par ouvrage et nous permettre de savoir exactement quels sont les ouvrages qui consomment plus ou qui consomment moins, d'avoir une vision un peu d'arbitrage de choix qu'on pourrait avoir. Alors ça c'est la technique, c'est l'outil. C'est l'outil qu'on a mis en place, mais à côté de l'outil, il y a aussi un sujet d'organisation. C'est qui fait quoi dans tout ça. En phase de conception, en tous les cas, un des prérequis, c'est de pas il fallait toujours. On ne va pas écarter l'expertise d'un AMO environnemental pour nous préciser quelles étaient les émissions carbone liées aux ouvrages. Donc l'AMO environnemental, il est partie prenante dans notre process carbone lié au BIM, puisque à un moment donné, c'est lui qui va définir l'ensemble des fiches FDES qui sont à prendre en compte. Ça, c'est en phase de conception. En phase d'exécution, j'en ai parlé tout à l'heure, l'une des obligations qu'on a, c'est notamment de fournir 80% des fiches FDES des ouvrages. Ça, c'est les entreprises qui construisent, qui nous fournissent l'ensemble des matériaux. Donc, puisqu'ils doivent nous les fournir, on va s'en servir. Et là, c'est à eux de définir les fiches FDES à intégrer dans les maquettes numériques. Voilà, tout ça pour un résultat. Je vais laisser commenter à Vianney. Oui, donc là, on a les résultats et du calcul BBCA et du calcul du label E plus C-. Vous voyez que pour un objectif C2 à 790 kg de CO2 par mètre carré, à ce stade, on est à 660 kg équivalent CO2 pour le PCE. Et l'enjeu de l'outil qui a été mis en place pour raccrocher le BIM au calcul carbone, c'est de pouvoir vérifier dans toutes les phases du projet qu'on arrive bien à rester dans cette épure et dans notre objectif. Voilà, donc ça c'est l'état carbone à la conception. On a lancé l'exécution en janvier. On a lancé le béton. On est aujourd'hui à assembler les éléments au niveau 3 du bâtiment. Donc il nous reste encore pas mal d'étages. Mais l'exécution est en cours et pendant l'exécution, donc on va se servir de cet outil pour à chaque fois maîtriser nos choix et vérifier la direction dans laquelle on va, si on s'écarte ou non de la cible. L'objectif étant de ne pas forcément s'en écarter exactement. Voilà. Merci à vous. Ça a été... Merci beaucoup, c'était parfait. Vous êtes tous dans les temps, c'est extraordinaire. Donc on aura du temps pour les questions et réponses. Donc maintenant on va passer sur la présentation de GSE et de Marc Exposito, qui est le directeur innovation et R&D. Donc Marc, c'est à vous. Bonjour. Alors effectivement, moi je vais vous parler d'un retour d'expérience d'un bâtiment qui s'appelle Sequoia Piper, qui est notre premier bâtiment labellisé BPOS Effinergie 2017,
qui est un des tout premiers en France en fait. Alors ce bâtiment sont 2 bâtiments en fait, de taille tout à fait modeste, qui ont été faits à côté de notre siège social à Avignon et qui ont été livrés cette année. Donc avec notre premier bâtiment BPOS Effinergie 2017, c'est-à-dire un niveau certifié mais du référentiel E3C1. Alors ce bâtiment il s'appelle Sequoia parce que Sequoia c'est un concept de bâtiment que nous avons inventé en 2009 pour être BBC au sens de la RT 2005. Donc vous voyez que ça date un petit peu. Ce sont des bâtiments qui se veulent écologiques et performants avec une ossature bois, avec une architecture bioclimatique assez intéressante au niveau de l'orientation et des protections solaires. Et puis évidemment avec l'utilisation d'équipements techniques qui sont tout à fait standards, mais qui utilisent la plus faible consommation qu'on trouve. Ce sont également un bâtiment qui se veut à la fois esthétique et confortable et qui, de par ses volumes, de par la luminosité, énormément de façades vitrées avec des allèges basses qui donnent cette impression de vue sur l'extérieur depuis son bureau et quelque chose qui en fait, auquel on n'avait peut-être d'ailleurs pas vraiment pensé, mais qui s'est avéré le retour le plus positif des clients puisque en 10 ans, on en a construit plus de 80 000 m². Mais il se trouve que la réglementation évoluant, on avait fait un bâtiment d'ailleurs BBC RT 2005, vous voyez qu'on l'a gardé jusqu'en 2019, parce que en fait, la RT 2012 n'a absolument rien changé sur le fait qu'on était largement en avance sur cette réglementation. Maintenant, arrivant la RE 2020, on s'est dit qu'il était bon de faire quelque chose de nouveau. Et donc ce bâtiment, c'est le prototype d'un Sequoia 2020 ou d'un Sequoia en tout cas en avance sur la réglementation environnement de 2020, même si on ne sait pas exactement à quoi elle va ressembler, on s'est basé justement sur ces référentiels E3C1 qui étaient vraiment l'objectif. Alors E2C1, E3C1, je mets un peu dans le même sac parce que pour moi la seule différence elle est dans les panneaux photovoltaïques qui vont être installés ou non. En tout cas le but c'était des bureaux écologiques et performants qui avaient cette performance BPOS et puis de conserver quand même ce qui avait fait le succès de Sequoia, c'est-à-dire ce confort lumineux du bâtiment, et puis en venant améliorer aussi quelques petites choses. Alors il ne faut jamais oublier que le confort, ces bâtiments avaient un seul défaut, c'était une problématique de confort thermique, qui est assez vrai d'ailleurs de façon générale sur les bâtiments qui sont aujourd'hui des bâtiments de bureaux très isolés et très vitrés, c'est qu'on a des risques de surchauffe thermique, en tout cas dans les intersaisons. Et puis on voulait aussi apporter un petit peu toute l'innovation digitale qui arrive aujourd'hui, avec tout ce qui tourne autour du contrôle d'une GTB et d'IoT. Mais tout ça avec une contrainte évidemment hyper importante qui est quand même de rester en phase avec le marché. Et en phase avec notre marché, on a estimé que c'était de ne pas dépasser cette barre des 1 500 € du mètre carré. On parle d'un prix hors foncier, mais vraiment un prix du bâtiment entier livré. Et c'est pour ça que la conception BIM nous a permis vraiment d'essayer de tenir ces objectifs. Évidemment, d'abord de produire nos plans, notre maquette pour construire, mais également de synchroniser une étude thermique. Alors donc on est sur Revit dans la production des plans. L'étude thermique, comme l'étude de lumière naturelle, on a utilisé le logiciel aussi Greatech Archiwizard parce que c'est effectivement un logiciel qui est très bien intégré dans l'environnement Autodesk et qui nous permet d'être vraiment synchronisé. Vraiment synchronisé, ça veut dire pas d'effort à chaque fois qu'on change quelque chose dans le modèle pour arriver à avoir l'impact thermique et lumière naturelle. Et puis évidemment, on est allé chercher aussi au niveau des quantités, parce que les quantités, c'est la base pour et les coûts et le bilan carbone, comme on l'a dit tout à l'heure. Et là, on utilisait plutôt l'extraction quantité sur Navisworks. Et donc, cet outil nous a permis finalement de ne pas faire ça. C'est-à-dire, si on avait demandé à n'importe quel bureau d'études de nous dire passer du BBC 2005 au BPOS 2017, c'est quoi? On aurait eu certainement ces réponses standards. Améliorer l'isolation thermique, la performance des équipements, faire attention au vitrage et ajouter la production d'énergie renouvelable. Sauf que ça avait un petit problème, c'est que ça coûtait plus que 1 500 € du mètre carré. Et donc, ce à quoi on est abouti finalement, c'est un bâtiment un peu différent sur lequel
Eh bien, d'abord, la première chose, c'est qu'on n'a pas augmenté réellement l'isolation de ce bâtiment. On ne l'a pas augmenté parce qu'en réalité, dans un mur à ossature bois, augmenter l'épaisseur d'isolant, c'est aussi augmenter l'épaisseur des murs, c'est augmenter la quantité de bois, c'est augmenter le prix significativement. On s'est rendu compte que surisolation de ce bâtiment avait un retour sur investissement économique de plus de 50 ans. Donc on s'est dit, ce n'est pas la bonne solution à aller prendre. On est quand même allé chercher les meilleures résistivités, mais sans épaissir l'isolant. On est aussi allé chercher évidemment les meilleures performances des équipements, mais sans sortir vraiment de choses, des choses traditionnelles. On a introduit la pompe à chaleur 3 tubes, et ça c'est plutôt une mauvaise chose, on va dire, et pour le prix et pour la consommation d'énergie, mais parce que aujourd'hui ces bâtiments ont réellement besoin de pouvoir faire du froid, on va dire du 1er février au 30 novembre, hein, c'est l'ordre de grandeur de ce dont on a besoin. Et en revanche, on a opté pour la réduction de la quantité de vitrage. J'y reviens un petit peu après parce que ça n'a pas forcément été facile, mais c'est une solution qui s'avère avérée assez payante. Et puis en termes d'énergie renouvelable, on est allé sur du photovoltaïque. Et là aussi, ça paraît assez logique parce que c'est la solution qui aujourd'hui, sur les bâtiments, est très clairement la solution rentable. Et rentable, on va voir ce que ça veut dire. Donc les résultats technico-financiers, c'était finalement qu'à partir de ce Secodia initial, qui n'avait pas les performances requises, on aurait pu faire ce Secodia-là, c'est-à-dire un bâtiment qui aurait les performances requises, mais qui aurait pris plus de 10% de surcoût. Et celui qu'on a fait, en fait, c'est un bâtiment qui a réussi à réduire le surcoût de l'enveloppe grâce justement à cette réduction de vitrage. Et qui également a permis de ne pas augmenter le coût grâce au photovoltaïque parce que ce que je vous dis, c'est que ce photovoltaïque, il est rentable. Et s'il est rentable, ça veut dire qu'on est même capable de trouver des investisseurs qui vont investir à la place de l'investisseur du bâtiment. On est même capable de l'avoir en autoconsommation totale aujourd'hui parce que c'est un bâtiment qui autoconsomme plus de 60% de sa toiture photovoltaïque et qui va très certainement arriver largement au-delà des 80% d'ici très peu. Parce que ce qu'on voit de plus en plus, c'est l'installation des bornes et des véhicules électriques qui arrivent dans les parkings. Et ça va nettement améliorer le taux d'autoconsommation de ce bâtiment. Alors convaincre de faire mieux avec moins de vitrage, en tout cas, ça n'a été pas si facile que ça, en fait, parce que le vitrage, c'était le point fort de ce bâtiment, parce que c'est quand même quelque chose qui est en général plébiscité. Donc il a d'abord fallu montrer que réduire la quantité de vitrage, ce n'était pas non plus de faire un bâtiment sombre. Et là, l'étude nous a montré que justement, on restait sur des niveaux qui étaient tout à fait acceptables parce qu'au niveau performant du référentiel HQE, on a montré que cette même quantité de vitrage nous permet d'améliorer le taux d'inconfort thermique, assez significativement d'ailleurs. Et pour ceux qui doutaient à quoi ça ressemblerait, ben aujourd'hui, on est capable de faire finalement une réalité virtuelle. Alors vous êtes dans le modèle Revit là, hein, j'ai rien touché du modèle Revit. On est capable aujourd'hui de naviguer dans nos modèles et vraiment d'avoir le ressenti que peut représenter cette quantité d'ouvrants. Et ça aujourd'hui, ça aide aussi beaucoup à se projeter dans l'ensemble des bâtiments qu'on fait. Alors s'il fallait un retour également sur l'impact carbone, alors là on était plus sur un impact subi en fait, pour tout vous dire. Je pense que quand j'ai conçu ce bâtiment en fin 2017, je n'avais pas encore compris que faire un bâtiment BPOS et Finergie, c'était aussi faire un bâtiment bas carbone, en tout cas de niveau C1. Et voilà les résultats qu'on a eus. On a un bâtiment qui est C1, mais vous voyez qu'on est encore loin du C2. Je mesure bien la difficulté que c'est d'avoir un bâtiment C2 aujourd'hui. Et notamment parce que le retour, c'est que si on regarde, en fait, vous voyez la partie droite, c'est-à-dire la moitié du bilan carbone de la construction de ce bâtiment, il est fait par les lots CVC électriques et photovoltaïques sur lesquels, en réalité, à l'heure actuelle, on n'a aucun pouvoir, c'est-à-dire qu'on n'a pas la possibilité de choisir des produits qui ont des faibles poids carbone pour des raisons, pour ceux qui étaient là à 10 heures, qui sont encore des manques de FDES en général des produits. Et donc il a fallu se concentrer uniquement sur la partie de gauche et vous voyez en particulier que en orange, là on voit les fenêtres
Alors j'ai pas de... Non, je ne veux pas avoir de... Mais l'orange, il est là. Donc les fenêtres sont des éléments importants. Et malgré la structure bois, là, il y a la structure, elle est dans les tout petits, dans les tout petits camemberts en haut. En fait, il a fallu s'attaquer à pas grand-chose. Parce que si vous voulez, vous avez globalement les revêtements de sol, les fenêtres, les protections solaires et le peu de béton qu'il y a dans ce bâtiment, puisqu'il y a quand même du béton pour faire le sol. Et c'était difficile du coup d'améliorer significativement notre bilan carbone. Et ce qui me fait dire aujourd'hui que s'il y a un retour, c'est qu'effectivement un niveau E4, C2, en tout cas sur des bâtiments tertiaires, me paraît plus que difficile, pour ne pas dire impossible à avoir. Et je sais que c'est un sujet aujourd'hui sur lequel qui est en réflexion pour la future réglementation environnementale 2020. Alors également, c'est un bâtiment sur lequel on a promis pas que on essaye de ne pas promettre en tout cas que une performance réglementaire ou une performance théorique. On veut aussi aller vers la performance réelle. Et ça, c'est très important. Et c'est le sens de ce qu'on a créé. Alors Energize, c'est une solution développée par GSE pour tout simplement en fait afficher la consommation et le confort du bâtiment et le mettre à disposition des utilisateurs du bâtiment. C'est une façon déjà de faire en sorte qu'un bâtiment consomme peu. C'est aussi un bâtiment qui est bien utilisé. Et un bâtiment qui est bien utilisé, c'est un bâtiment qui est utilisé par des utilisateurs qui ont compris le sens de leur action sur la consommation. Et c'est pour ça qu'on met ce genre de compteur. En fait, ce compteur, il est intéressant parce que ce que vous voyez là, c'est les diagnostics DPE, en tout cas les couleurs. Vous avez les couleurs du diagnostic DPE, mais on essaye de le mettre sur un référentiel qui est celui de l'OID, l'organisme de l'immobilier durable, qui lui va le comparer réellement à la consommation réelle des bâtiments tertiaires. Et ce que j'ai mis là, la petite flèche violette, c'est l'OID qui nous dit les bâtiments RT 2012 aujourd'hui consomment en moyenne plus de 350 kWh énergie primaire par mètre carré par an. Et ce bâtiment-là, qui a été conçu pourtant avant la RT 2012, il en consomme moins de 200. Et ça, c'est plutôt une fierté qu'on a. Mais qui était excessivement difficile à expliquer quand vous savez que sur le bilan RT 2012, il est plutôt à 120 en réalité. Donc dire à votre client, moi je consomme 190 et c'est super parce que c'est à peine quelques pourcents de plus que ce qu'avait dit la RT 2012, c'est hyper difficile à exploiter. Donc maintenant on dit non, c'est un bâtiment qui est bon parce qu'il consomme moitié moins que les meilleurs que les bâtiments neufs construits aujourd'hui. Et alors, que donne ce Secodia Piper? Alors, c'est un petit peu biaisé parce que la réalité, c'est qu'il est livré au mois de mai. Ça veut dire qu'on n'a pas une année complète. Ça veut aussi dire qu'en réalité, on est sur une montée en charge de l'utilisation. Il est aujourd'hui utilisé à un peu plus de la moitié. Donc, on peut probablement s'attendre à avoir un facteur qui risque d'être multiplié par ce que va consommer ce bâtiment. Et qui va donc se situer probablement dans les 2 ou 3% des bâtiments les moins consommateurs, en tout cas en tant que bureau français. Et voilà, j'en ai terminé. Merci Marc. Décidément, vous avez été tous très rapides, très efficaces. Merci pour vos présentations.